Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la seconde de ma série sur l'affaire Karen Read, un procès criminel qui continue de captiver et de diviser les États-Unis. Si vous vous demandez pourquoi Karen Read, cette femme sans histoire, est passée de compagne aimante à principal suspect du décès de son compagnon John O'Keefe, je vous invite à regarder d'abord ma première vidéo sur cette affaire, je vous la remets dans le petit, et elle est aussi dans une playlist dédiée dont le lien est dans la description. Dedans, je reviens sur leur histoire, sur ce qui s'est passé le 28 janvier 2022, la nuit où John a tragiquement perdu la vie, et sur les raisons pour lesquelles Karen a été arrêtée pour ça. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la thèse de l'accusation, pour qui la culpabilité de Karen ne fait absolument aucun doute. Mais avant de rentrer dans le vif du procès, il est essentiel de bien comprendre le contexte qui, vous allez le voir, est très particulier. Parce qu'entre l'arrestation de Karen en février 2022 et le début de son procès le 29 avril 2024, il s'est passé des choses rares, des événements qui ont transformé ce procès en véritable théâtre judiciaire. Karen Read fait face aujourd'hui à plusieurs chefs d'accusation, le principal, meurtre sans préméditation. Mais elle est aussi accusée d'homicide involontaire sous l'influence de l'alcool et de délit de fuite après un accident mortel. On va donc décortiquer ensemble aujourd'hui les preuves récoltées par la police, mais aussi l'accusation, pour appuyer cette théorie. Comme d'habitude, je vais vous donner tous les éléments, tous les indices, toutes les preuves pour que vous puissiez revivre ce procès pas à pas et vous faire votre propre opinion sur ce qui est vraiment arrivé à John O'Keefe. Alors, quand vous êtes prêts, déjà je vous souhaite une très bonne année 2025 et ensuite, installez-vous bien confortablement sur le banc des jurés et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18, are these your true and correct verdict? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Comme je vous l'ai dit, il y a un contexte qui est très particulier autour de ce procès, et ça nécessite que je traite cette histoire d'une manière un petit peu différente par rapport à d'habitude. En général, un procès criminel aux États-Unis, ça se passe en deux phases. D'abord, il y a l'accusation qui a son moment à elle, qui va venir présenter sa thèse, qui se base généralement sur le travail de la police. Mais à chaque fois que l'accusation va présenter un témoin, va interroger un témoin, la défense a le droit de contre-interroger ce même témoin pour mettre un petit peu en avant les failles qu'il peut y avoir dans la théorie de la partie adverse. La phase de l'accusation va donc durer plusieurs jours, et puis quand cette phase est terminée, bien entendu, c'est au tour de la défense de faire la même chose. Ils vont présenter leur thèse à eux, ils vont avoir leurs propres témoins, et là encore, l'accusation peut venir contre-interroger les témoins de la défense. Mais quand il y a un contre-interrogatoire, que ce soit de la part de la défense ou de l'accusation, ils ne peuvent contre-interroger un témoin de la partie adverse que en se basant sur les éléments qui ont déjà été cités dans l'interrogatoire. C'est-à-dire que si l'accusation interroge un témoin, oui, derrière, il y a un contre-interrogatoire de la défense, mais il peut pas, l'avocat ne peut pas partir dans un truc complètement différent, il est obligé de revenir uniquement sur des points qui ont déjà été abordés par l'avocat de l'accusation. J'espère que c'est clair, je sais pas si c'est clair, j'espère. Donc la défense, quand son tour arrive, normalement, elle a déjà pu démonter en grande partie la théorie de l'accusation grâce au contre-interrogatoire, et puis rappelons aussi que dans l'écrasante majorité des cas, l'accusation a le burden of proof, donc c'est à eux de prouver la culpabilité, la défense doit juste se défendre et dire non c'est pas vrai, donc démonter les infos, mais ils sont pas obligés de proposer une autre théorie, ils sont pas obligés de proposer une autre explication, ils peuvent juste amener du doute raisonnable en démontant ce que dit l'accusation, c'est une possibilité. En tout cas, parce qu'il y a ces deux éléments, c'est normal que dans un procès, la phase de l'accusation dure toujours un petit peu plus longtemps que la phase de la défense. Si on prend un procès qui durerait une petite semaine, allez, un petit procès de 5 jours, on va généralement avoir 3 jours et demi pour l'accusation, et grand max 2 jours, mais des fois on n'a qu'une journée, voire une demi-journée pour la défense, c'est quelque chose qui est normal. En revanche, normalement, cette répartition entre l'accusation et la défense, c'est quand même censé être plus ou moins proportionnel. Là, c'est pas du tout le cas dans le procès de Karen Read, puisqu'on a eu 29 jours de phase d'accusation, et seulement, voulez-vous deviner combien il y a eu de jours pour la défense ? 29 d'un côté, et de l'autre, 2. Et c'est pas étonnant puisque l'accusation avait 68 témoins et la défense n'en a eu que 6. Donc forcément,
c'est proportionnel au nombre de témoins. Mais c'est pas quelque chose de classique que ça se passe comme ça, donc pourquoi est-ce que dans ce cas précis, c'est cette répartition qui s'est mise en place ? Eh bien parce qu'ici, la thèse de la défense, c'est que Karen Read, elle a été victime d'un complot. Un complot par qui ? Eh bien, une grosse partie des témoins de l'accusation. Donc plutôt que de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'utiliser la phase de l'accusation pour démonter leur thèse, puis utiliser leur temps à eux pour exposer leur propre théorie, ici la défense elle a fait quelque chose d'assez particulier, puisqu'elle a utilisé le temps de l'accusation pour amener sa propre théorie et la construire au fur et à mesure du procès. Alors par souci de simplification et de clarté, je vais quand même faire 2 vidéos, aujourd'hui sur l'accusation, la semaine prochaine sur la défense, mais comme il y a beaucoup de choses qui se croisent, j'étais quand même obligée de vous donner ces informations-là, mais aussi celles qui vont suivre. Vous vous rappelez que Karen Read, elle a été arrêtée pour le meurtre de John O'Keefe le 1er février 2022, elle a payé sa caution, les charges finalement ont changé en juin 2022, nouvelle caution, elle la paye à nouveau et elle ressort. Donc Karen Read, et c'est important, est restée libre jusqu'à son procès. Elle a profité de sa liberté pour se trouver un très bon avocat, on y reviendra la semaine prochaine, et elle a commencé à bosser avec lui sur sa défense. Comme l'affaire, elle commence à être un peu médiatisée localement, eh bien le 3 mai 2023, son avocat, Karen, a donné une conférence de presse et il a carrément déballé sa thèse du complot aux médias. Ça, c'est quand même déjà assez étonnant parce qu'on est plus d'1 an avant le procès, non, à peine 1 an, à peu près 1 an avant le procès. Normalement, chaque partie essaye de garder sa thèse secrète le plus longtemps possible pour une raison toute bête, qui est que, tout bêtement, plus vous donnez d'informations en amont à la partie adverse, plus les avocats en face peuvent passer du temps à se préparer et à vous affronter au tribunal avec les meilleurs éléments possibles. Donc déjà, cet élément-là, c'est un petit peu étonnant, c'est pas inédit, c'est quelque chose qui arrive, mais voilà, c'est pas d'usage, on va dire. Et l'avocat de Karen, il va même aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il va vraiment tout déballer, expliquer tout ce qui s'est passé selon lui, selon Karen, le soir du 28 février 2022. Karen, just to be clear, you didn't do it. We know who did it, Steve. We know. And we know who spearheaded this cover-up. You all know. Yes, we do. And no, she didn't do it. No, she didn't do it. This is an innocent woman. She didn't do it. I tried to save his life. Yeah. I tried to save his life at 6 in the morning. I was covered in his blood. I was the only one trying to save his life. Vous vous souvenez peut-être que John O'Keefe, au moment où Karen, Jennifer et Kerry retrouvent son corps devant la maison de Brian Albert, il a des lacérations au niveau du bras droit, il a 2 yeux au beurre noir, il a des griffures sur le visage et puis il a reçu un coup à la tête, visiblement il a été frappé au niveau du crâne. Tout ça, selon l'avocate Karen, à ce moment-là, donc bien avant de commencer le procès déjà, n'est pas cohérent avec le fait d'avoir été renversé par une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là selon lui et selon Karen ? Eh bien c'est très simple. Karen a déposé John devant la maison des Albert, elle nous dira au procès exactement ce qui s'est passé, pourquoi elle a attendu devant la maison, etc. Il y a une super bonne explication, elle l'a déposé. John est bel et bien entré dans la maison, contrairement à ce que disent tous les gens présents. Plusieurs personnes présentes dans la maison ce soir-là avaient un grief contre John, ils lui en voulaient pour une histoire quelconque. Ils l'ont emmené du coup dans la cave de la maison, ils l'ont passé à tabac, c'est allé trop loin, ils ont flippé en voyant l'état de John, et ils se sont dit « Ok, faut qu'on fasse quelque chose ». Par chance, il faisait très froid ce soir-là, il s'apprêtait à y avoir une énorme tempête de neige, donc ils ont emmené le corps de John devant la maison, sur le bord de la route, et ils l'ont laissé là, en se disant que comme ça il allait mourir dans le froid, et que ça réglait leurs problèmes. Et ensuite, il n'y avait pas de preuves initialement, ni contre Karen, ni contre les habitants de la maison. Mais il fallait bien expliquer ce que John foutait là, pourquoi il est mort devant cette maison, pourquoi il serait resté à cet endroit-là. Tout ça n'avait pas de sens, il fallait une explication. Et c'est là, figurez-vous, que la police intervient. Parce que, rappelez-vous, Brian Albert était policier, un de ses frères est policier, l'officier Michael Proctor, à qui on a confié l'affaire, est un très bon ami de Brian Albert, ça tombe bien, et donc ils ont pu placer des fausses preuves contre Karen pour s'assurer que c'était elle qui était inculpée pour ce meurtre. Bon alors là, je vous retranscris ça pêle-mêle, vous vous dites peut-être que c'est quand même sacrément tiré par les cheveux cette histoire, peut-être même que vous trouvez ça un petit peu délirant, mais vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine qu'en réalité, il y a quand même pas mal d'éléments qui vont dans le sens de cette théorie. Et d'ailleurs, il y a même tellement d'éléments qui vont en ce sens que pour Aidan Carney, c'est une évidence que Karen Read est innocente et qu'il y a un très gros problème de biais, mais aussi de corruption au sein de la police locale.
Bon là, je pense que vous vous dites, mais c'est qui Aidan Kearney? Comme s'il n'y avait pas assez de personnes impliquées dans cette histoire. Eh bien en réalité, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo de la semaine dernière. Au tout début, dans l'introduction, c'est un journaliste, un blogueur et aussi streamer local qui est connu sous le nom de Turtle Boy. Et Aidan, quand il entend la déclaration de l'avocate Karen Reed, ça va l'intéresser tout de suite parce qu'à 2 reprises déjà par le passé, il a travaillé, il a enquêté en tant que journaliste sur des problèmes au sein de la police du Massachusetts. C'est une problématique qui lui tient particulièrement à cœur, donc quand il entend cette théorie, lui il se dit « Bingo, nouvelle enquête, nouvelle affaire, il faut que je creuse tout ça ». Et alors Aidan, il fait pas les choses à moitié, il va se lancer à fond les ballons dans l'histoire de Karen Reed, il va longuement échanger avec elle, puisqu'elle est pas en prison, donc ce n'est pas un souci. Il va parler avec elle plus de 40 heures, en tout cas c'est ce qu'il dit, et il va reprendre tout le dossier et regarder toutes les preuves une à une, et puis interroger Karen pour y voir plus clair. Et après avoir fait tout ça et avoir tout repris comme ça de zéro, eh bien pour Aidan, c'est sûr et certain, Karen Reed a raison, elle a été piégée, et elle est innocente. Et donc Aidan, sous son pseudo de Turtle Boy, il a son blog, il a sa chaîne Twitch, il a une chaîne YouTube, et il va se mettre à streamer des heures et des heures durant sur cette affaire de Karen Reed. Il va partager point par point toutes ses remarques avec sa communauté pour dire aux gens, regardez, cette femme, elle est complètement innocente, c'est inadmissible ce qui se passe, réagissez, regardez un petit peu la police que vous avez autour de vous, c'est ça les gens qui vous protègent, des gens qui, à la moindre occasion, vont faire en sorte de vous envoyer vous en prison pour un truc que vous n'avez pas fait, pour se couvrir entre eux. C'est ça que vous voulez ? Et donc naturellement Aidan va demander le soutien de sa communauté, il va commencer à organiser des manifestations devant le tribunal, et ce, même avant le début du procès. Parce que, vous savez, il y a des audiences préliminaires avant le procès, et bien dès cet instant-là, il y a des gens devant le tribunal de Dedham qui manifestent avec des panneaux en demandant la libération de Karen Reed. Ils sont généralement habillés de rose parce que c'est la couleur préférée de Karen, c'est un signe de soutien envers elle, et ils ont des panneaux, et plus ça va aller, plus le temps passe, plus il y a de nombreux manifestants devant ce tribunal, ça devient un véritable délire. Il y a des scènes, je vous mettrai des images, mais en fait Karen ne pouvait même pas par moment accéder au tribunal, elle était obligée d'être protégée par son équipe parce qu'elle ne pouvait pas avancer dans la foule comme si c'était une espèce de rockstar. Avoir des gens devant un tribunal, c'est pas quelque chose d'inédit en soi, ça arrive dans certains procès qu'il y ait des gens qui manifestent, mais déjà ça commence au moment du procès, ça commence pas avant, et puis surtout, ici on a des gens qui viennent manifester pour Karen, qui est quand même, rappelons-le, suspectée du meurtre d'un officier de police. On n'a jamais vu aux États-Unis déjà des manifestations d'une telle ampleur devant un tribunal, et encore moins pour quelqu'un qui est soupçonné d'avoir assassiné un policier. C'est du jamais vu. C'est vraiment un délire total, même pour les États-Unis, ils trouvent ça fou, c'est dire. Et c'est à tel point que, à un moment donné, le juge va être obligé d'intervenir en interdisant les manifestants d'approcher à plus de 60 mètres du tribunal parce que ça devient n'importe quoi. Même la famille de John, même les témoins du procès ne pouvaient pas accéder au tribunal par moment. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur de ce qui se passait devant ce tribunal et d'à quel point c'était fou. Et ça aussi, ça a participé à ce que cette affaire, évidemment, prenne une ampleur nationale parce que, encore une fois, c'est inédit, c'est du jamais vu aux États-Unis. Le truc aussi ici, c'est que bien avant le début du procès, non seulement l'avocat de Karen a parlé de sa théorie, mais en plus il a cité les gens impliqués selon lui dans ce complot, et ces noms ils ont été bien sûr repris par Turtle Boy puisqu'il était obligé d'enquêter sur ces gens-là, donc il les a cités, ce qui fait que quand ces témoins-là arrivaient pour le procès, eh bien les manifestants les insultaient, il y en a qui ont été bousculés, il y a des gens qui se sont plaints au tribunal parce qu'ils ont été harcelés aussi sur les réseaux sociaux, ils recevaient des messages de gens qui leur disaient que c'était des menteurs, des manipulateurs, qui leur envoyaient des menaces en leur disant dites la vérité, etc. Et ça a atteint un tel point que même la famille de John, quand ils se rendaient au tribunal pour assister au procès de la meurtrière présumée de leur fils quand même, eh bien ils se faisaient insulter par les manifestants, ce qui est quand même vraiment problématique parce que le pauvre John, lui, il est mort, il y est pour rien, et sa famille encore moins. Et ces actions-là, eh bien ça a poussé d'autres personnes à venir manifester devant le tribunal, cette fois-ci en bleu, et eux manifester en disant qu'ils voulaient obtenir justice pour John O'Keefe. Le résultat de tout ça étant qu'il y a eu encore plus du coup de manifestants devant ce tribunal, avec vraiment deux camps séparés qui par moments s'engueulaient, enfin bon. Voilà, c'est parti loin cette histoire.
Et c'est donc dans tout ce contexte très particulier, complètement inédit, que commence le 29 avril 2024 le procès de Karen Read pour le meurtre de John O'Keefe. Les procureurs ici n'ont absolument aucun doute sur la culpabilité de Karen Read, et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle l'a dit, elle a reconnu les faits. Souvenez-vous, le soir du drame, elle l'a dit à Jennifer, et elle l'a dit aussi devant plusieurs secouristes, devant des pompiers. Elle l'a répété, je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé. And stated repeatedly, I hit him, I hit him, I hit him. Vous vous rappelez que la voiture de Karen a été analysée, on a regardé notamment ses données numériques, et qu'est-ce que ça a montré ? Eh bien qu'au moment où la voiture était devant la maison des Albert, Karen a roulé à peu près 60 mètres à une vitesse de 35 km/h. C'est quand même super rapide, 35 km/h pour une voiture qui est quasiment à l'arrêt à ce moment-là, devant la maison des Albert. Et ça, c'est quand même une sacrée preuve du fait qu'après avoir déposé John devant la maison des Albert, eh bien Karen Read a délibérément accéléré et lui a foncé dedans. Bien entendu, elle a senti le choc, qui ne l'aurait pas senti, et puis elle l'a vu dans son rétroviseur s'écrouler sur le sol, elle a vu qu'il était probablement inconscient, et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie. Rappelons qu'à ce moment-là, il faisait un froid glacial, qu'une énorme tempête de neige était prévue pour le week-end, et Karen Read savait pertinemment, en partant et en laissant son compagnon inconscient comme ça dehors, qu'il allait forcément finir par mourir de froid. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute deux des pompiers qui étaient présents le 29 janvier 2022, qui ont fait partie de l'équipe qui se sont rendus sur place après l'appel au 911 et qui ont entendu Karen répéter plusieurs fois qu'elle avait percuté John O'Keefe avec sa voiture. Ces deux pompiers que vous allez entendre s'appellent respectivement Timothy Nuthall et Katie McLaughlin. Katie, je vous avais déjà parlé d'elle dans la vidéo de la semaine dernière, c'est la fameuse pompière qui a rapporté dès le départ à la police, très rapidement en tout cas, les propos de Karen, et c'est en partie sur son témoignage que Karen a été arrêtée. Écoutez un petit peu ce qu'elle a à dire sur le sujet. She answered who the patient was, his birthday. I think she answered the maybe some of those initial medical questions that I asked. But as I said, she's very distraught. She was kind of moving around the scene a little bit, so I was just kind of following her, and then we came to a stop at one point, and I continued to I asked one more question. What was that one more question? So at that point, I asked her if there had been any significant trauma that happened before this. What, if anything, did she say? So she said, I hit him. She repeated it. There was a woman standing across from her who I believe at that point said, you're hysterical. You need to calm down. You're hysterical. She repeated, I hit him. And there was a police officer who was in that vicinity kind of with us who replied, you what? She repeated it one more time. Can you describe for the jury sort of the tonality of that? Like, how did she seem? She was very, very upset. She seemed hysterical, I would even say. Just very upset. So as I was ventilating at the head, there was a small delay in just getting equipment, nothing significant, just enough time that as I was ventilating, I was able to ask, did anybody see anything? What happened? And there was one individual that replied several times, I hit him. And as far as the tone or demeanor, how loudly was this being said? As previously stated, they seemed to be erratic. There was a lot going on in that scene. It did seem to be said over and over and at varying volumes. And then there was just a lot of, everybody appeared to be quite flustered. Bon, ça fait déjà 2 pompiers qui étaient présents le 29 janvier et qui vous ont rapporté la confession de Karen, mais vous savez quoi ? Puisque la défense dit qu'il y a un complot, je vous propose qu'on écoute un 3e pompier, comme ça, voilà, vous aurez vraiment toutes les infos. Écoutez donc Anthony Flemati, parce que lui aussi il était là le 29 janvier 2022, et lui aussi, il a entendu Karen tenir ces propos-là. What, if any, response did you receive from Ms. Read in regards to your question? So the only response that we
I was personally given was just, I hit him, oh my God, I hit him. And when she's saying, I hit him, oh my God, I hit him, how loudly is she saying that? So she was within 2 feet of me, but very loud. Any type of follow-up questioning, did you hit him with your hand? Did you kick him? What happened? She just repeated the phrase over and over again, I hit him, I hit him. Bon, et puis il n'y a pas que les pompiers qui l'ont entendu. Sur place, il y avait aussi un officier de police, il s'appelle Steven Saraf, et lui aussi, il a entendu Karen tenir des propos extrêmement compromettants qui vont dans le sens d'une confession. Elle lui a dit à ce moment-là, c'est de ma faute, je ne peux pas croire que ce soit arrivé. Miss Reed was visibly upset. She kept saying, this is all my fault, this is my fault, I did this. And she was very hysterical. And she kept asking, he's dead, is he dead, is he dead? Donc vous voyez bien que l'accusée a elle-même reconnu son crime le jour même. Mais évidemment, on va pas se baser que là-dessus. Bien sûr, on va regarder les preuves, et ça tombe bien parce que des preuves contre Karen Reed, mesdames et messieurs les jurés, il y en a beaucoup. Sous le corps de John O'Keefe se trouvaient des morceaux de phare appartenant à une voiture. Et comme par hasard, il manque un morceau de phare à la voiture de l'accusée. Elle a cassé un de ses phares arrière. Et les analyses sont formelles. Ces morceaux de phare retrouvés dans la neige sous le corps de John O'Keefe, ce sont bien ceux de la voiture de Karen Reed. Et ça montre bien qu'elle lui a foncé dedans. Autre preuve matérielle importante, on voit sur les caméras de surveillance qu'en sortant du bar, John tient un verre à la main, et ce verre a été retrouvé cassé juste à côté de son corps. Là encore, c'est quand même étonnant, s'il était rentré dans cette maison, à un moment donné il l'aurait posé ce verre, il ne l'aurait pas gardé. Et ça montre bien qu'il est sorti du véhicule en tenant toujours ce verre, et qu'il l'avait encore à la main quand Karen Reed lui a foncé dedans. D'après le médecin légiste qui a fait l'autopsie sur le corps de John O'Keefe, eh bien ce dernier présentait plusieurs types de blessures. Déjà, il avait le nez en sang, il avait les yeux au beurre noir, vous vous en rappelez, il y avait du sang, du mucus et de la bile dans ses voies respiratoires, en plus de blessures au niveau du visage et du crâne, et tout ça, selon notre expert de reconstitution d'accident, eh bien c'est totalement compatible avec une collision par un véhicule, en tout cas un véhicule du type de celui conduit par Karen. Si ça vous suffit pas encore, permettez-moi de vous rappeler que, à côté du phare cassé de la voiture de Karen, on a retrouvé un cheveu collé par du sang à cette voiture, cheveu qui a été analysé et qui appartient à John O'Keefe, ce qui montre bien que sa tête, à un moment donné, a tapé contre le phare de cette voiture. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a l'ADN de John O'Keefe au niveau du phare cassé de la voiture de Karen. Et puis sur le corps de John, on a aussi retrouvé des fragments de verre et des fibres qui correspondent à des matériaux qu'on utilise pour les voitures. Bon alors oui, il y a cette histoire des lacérations multiples au niveau du bras droit de John, lacérations dont la défense a par ailleurs partagé des photos dans la presse, et ça on est vraiment contre, je tiens à le préciser, c'est inadmissible d'avoir fait ça. Ces lacérations, effectivement, oui on peut se demander d'où elles viennent, et bien selon nos experts, elles pourraient être compatibles avec le fait d'être frappé par la voiture, ou éventuellement avoir été causées par un animal pendant que John était inconscient, puisqu'il a quand même pris un coup sur la tête. Étant donné que les Albert avaient un chien, on a fait quand même des prélèvements sur ces lacérations, nos experts les ont étudiées, on a fait une recherche d'ADN canin, c'est revenu négatif, donc est-ce que ça vient d'un autre animal ? Peut-être. Écoutez, c'est pas de ça qu'est mort John O'Keefe, donc c'est pas non plus la peine d'y passer 3 heures. Ça fait quand même déjà beaucoup de preuves matérielles qui vont dans le sens de notre théorie, mais imaginons que ça ne vous suffise pas. Imaginons que les multiples témoignages que vous avez déjà entendus sur les personnes qui étaient présentes le 29 janvier pour tenter de secourir John O'Keefe ne vous suffisent pas non plus. Eh bien alors, je vous propose qu'on interroge les personnes qui étaient présentes cette nuit-là dans la maison des Albert. Parce que oui, souvenez-vous, entre l'anniversaire de Brian Jr. et les parents qui ont invité tout le monde au bar en mode after-party chez eux, il y avait beaucoup de monde cette nuit-là dans cette maison. Je vous propose qu'on commence par Jennifer McCabe. C'est la belle-sœur de Brian Albert, elle connaissait très bien John, et c'est aussi la première personne que Karen a appelée à l'aide.
Bon bah Jennifer, elle était au bar, puis à la soirée à la maison. C'est elle qui a envoyé d'ailleurs l'adresse de la maison à John O'Keefe par SMS la nuit du 28 janvier, et elle a vu, rappelez-vous, la voiture de Karen arriver devant la maison, rester immobile, les feux allumés, pendant un très long moment. Elle n'a pas compris ce qui se passait, et la preuve c'est qu'elle a envoyé des SMS à John, elle lui a écrit « Hello » à plusieurs reprises, elle lui a donné des indications sur où se garer, ce qui montre bien que ce que nous raconte Jennifer McCabe, eh bien c'est vrai. Jennifer McCabe qui, selon la défense, serait impliquée dans ce fameux complot contre Karen Read, mais on voit bien qu'elle n'a aucune raison de mentir. D'ailleurs, juste après l'appel de Karen à 4h53 du matin, Jennifer McCabe a renvoyé des textos à John O'Keefe. S'il était déjà mort et qu'elle le savait, pourquoi elle se serait embêtée à faire ça? À 4h59, elle lui écrit « Réponds s'il te plaît », immédiatement suivi de « Karen est inquiète, nous devons te trouver ». Enfin, à 5h04, elle renvoie le message suivant « S'il te plaît, réponds qu'on sache que tu vas bien ». Did John O'Keefe ever come inside the house? No. At any point in time, do you see anybody exit from the dark SUV or the black SUV you see in front of the house? No. And at any point in time, did John O'Keefe come into the house? No. And at any point in time, did John O'Keefe respond to your text messages? No. At any point in time, did John O'Keefe call you? No. Now, you go to sleep, and at some point later on in the morning, you wake up, correct? Correct. And what is it that wakes you up and when about was that? I woken up to my phone ringing. And do you know what time it was? 4:53. And according to your phone, who was calling you at 4:53? John's niece. Is that a normal thing, that Kaylee would be calling you at 4:53 in the morning on a Saturday? No. When you answer the call, who, if anyone, is initially on the other end? Initially, it's Kaylee. And even in that initial call, when you're speaking to Kaylee, what, if anything, do you hear sort of in the background when you're talking? Karen screaming. And could you hear what she was screaming? She was just screaming, Jen, Jen, Jen! Fairly loudly, is that correct? Extremely. Now, at some point, does the defendant get on the phone with you? She does. And what, if any, conversation do you have with her at that? She proceeds to scream my name multiple times, and she tells me that John didn't come home, they got into a fight, and that she left him at the waterfall. I believe I told Karen that I was going to drive her car because I didn't want her driving because she was hysterical. So we got in her car, and then Kerry Roberts called Karen. And then Karen was screaming and, saying that she had cracked her taillight. We need to go to Fairview. Could I have hit him? Did I hit him? And then she would just scream our names. Kerry was telling her to shut up, that we needed to just go back to John's and we'll drive in one car and let's go to John's. Maybe he's there and he's passed out and you didn't see him. On voit bien que Jennifer McCabe, elle s'inquiète profondément pour son ami et qu'elle ne sait pas où il est, sincèrement. Par contre, celle qui a un comportement extrêmement bizarre, c'est Karen Read. Non seulement Jennifer a entendu à plusieurs reprises Karen répéter qu'elle avait heurté John avec sa voiture, qu'elle l'avait percuté, mais en plus, Karen a demandé à Jennifer de faire une recherche Google sur son téléphone pour savoir combien ça prend de temps de mourir dans le froid. Une recherche qu'elle lui a demandé de faire à 6h du matin quand elles ont trouvé John, mais que la défense a partagé dans la presse et dont elle essaye désormais de nous faire croire que cette recherche a été faite à 2h27 du matin alors qu'elle a été faite à 6h du matin. Sans compter qu'au moment où Jennifer, Kerry et Karen se sont garés devant la maison des Albert le 29 janvier au matin, Karen a tout de suite vu John, alors que Jennifer, elle ne voyait rien, elle voyait que de la neige. C'est étonnant, c'est comme si Karen savait parfaitement où se trouvait John. We drive past the flagpole area, and all of a sudden, Karen starts screaming, there he is, and she's banging to get out. And at the time that she's saying this, were you able to see anything outside of the vehicle? I saw nothing. And what, if anything, when she's banging and kicking or banging on the door, what did Miss Roberts do? Miss Roberts unlocked the door. Karen got out. Miss Roberts looked at me and said something like, she's crazy or she's batshit crazy, something like that. And when
the defendant gets out of the vehicle, where is it that she goes? She just runs. And runs where? Straight to John. Est-ce que Jennifer McCabe aurait pu participer à la soi-disant conspiration contre Karen Reed? Non. Bien sûr que non, jamais de la vie. I never would have left John O'Keefe out in the cold to die because he was my friend that I loved. Les témoins vont défiler au fur et à mesure, je vous l'ai dit, l'accusation a énormément de témoins, et globalement leurs témoignages sont quand même un petit peu toujours les mêmes. Que ce soit Matt McCabe, le mari de Jennifer, Brian Albert, le propriétaire de la maison, ou encore son épouse Nicole, ou leur fille Caitlin, leur fils Brian Jr., personne n'a vu John ni Karen sortir de la voiture, et personne ne les a vus, ni l'un ni l'autre non plus, entrer dans la maison. Bon, alors que personne n'ait vu John sortir de ce véhicule, ça veut pas dire grand-chose, parce qu'il aurait fallu que quelqu'un reste non-stop à regarder cette voiture pour voir tout ce qui s'y passait. Bien évidemment, personne n'a fait ça à cette soirée. En revanche, si John était rentré dans cette maison, avec le nombre de personnes qui étaient présents, on parle de dizaines et de dizaines de gens qui étaient là, il y a quelqu'un qui l'aurait vu, quelqu'un l'aurait remarqué. Mais vous savez quoi, le mieux c'est encore que vous entendiez le témoignage de Michael Proctor. Lui, c'est le policier qui a été chargé de l'enquête, c'est lui qui supervisait tout ça, donc c'est celui qui est le mieux placé pour vous raconter comment la police est remontée jusqu'à Karen Reed. Michael Proctor, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel qui a été choisi justement parce que, bien, il ne fallait pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans cette affaire. Il est garant du bon déroulement de toutes les étapes qui ont permis d'arriver jusqu'à l'arrestation de Karen Reed. Il a parlé aux différents témoins que vous avez entendus aujourd'hui. Il a tout comparé. Oui, c'est vrai, il y a des éléments qui ont été trouvés dans un second temps. Par exemple, les morceaux de phare sous le corps de John O'Keefe, ça n'a pas été retrouvé tout de suite. Ça a été retrouvé, quelques jours après. Certes. Mais ça c'est normal puisqu'il y avait énormément de neige. Il a fallu attendre que la neige fonde pour pouvoir trouver tous les indices autour de cette scène de crime. Donc il n'y a rien à cacher de ce côté-là. After you speak with Sergeant Good, did you speak with anybody else at the Cannon Police Station? No. And those interviews that you conducted, were they how were they conducted? One-on-one, Sergeant Buchanan and myself kind of rotated out Jennifer, Matthew, and Brian. So first we interviewed Jennifer, and then once that was completed, we had her step out, go to a separate room, brought in Matthew, and then the same thing with Brian. And for the balance of the interviews that you conducted several interviews over the course of your investigation in this case, is that correct? Correct. And for those interviews, as far as individually done, was that primarily what you did with each of the people that you interviewed over the course of the investigation? Yes, each interview conducted was in one-on-one, with the exception of Julie and Chris Albert, I believe, were in the same room as us. On va terminer les témoignages, si vous le voulez bien, par ceux de Colin Albert, le cousin de Brian Jr. qui fêtait son anniversaire ce soir-là, et Alison McCabe, qui est donc la fille de Jennifer McCabe et de Matt McCabe. Petite parenthèse, mais c'est une partie très importante parce que vous verrez la semaine prochaine que Colin Albert, il a une place vraiment centrale dans toute la théorie de la défense. Colin Albert, le soir du 28 janvier 2022, son cousin fête ses 23 ans et c'est donc naturellement qu'il se rend chez son oncle et sa tante pour célébrer ce bel anniversaire avec Brian Jr. Il était prévu que ce soit Alison McCabe qui vient le chercher. Colin Albert et Alison McCabe n'ont pas de lien de parenté direct, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, mais ils ont quand même des cousins communs, donc quelque part ils font un peu partie de la même famille, et puis ils se connaissent. Canton c'est une petite ville, il se trouve qu'ils sont allés dans le même lycée, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se connaissent, et c'est pourquoi Alison doit venir le chercher ce soir-là. Alison, elle avait quelque chose de prévu ce soir-là, donc elle n'était pas à la fête de Brian Jr. Elle n'avait donc pas bu, donc quand Colin l'appelle en lui disant que lui, il a bu et qu'il a besoin d'un chauffeur, évidemment, Alison y va, elle débarque, et elle va le récupérer devant la maison de son oncle et de sa tante. On voit dans les SMS qui se sont échangés cette nuit-là qu'à minuit 10, Alison prévient Colin qu'elle est là, qu'elle se trouve devant la maison. Elle assure qu'il est sorti de la maison dans la foulée, elle l'a ensuite ramené chez lui. Elle l'a déposé, dit-elle, à minuit 30. Cette timeline, elle est confirmée par Colin Albert qui dit que oui, effectivement, ça s'est passé exactement comme ça. Et c'est aussi confirmé par Chris et Julie Albert, ses parents, qui eux étaient présents à la soirée au bar mais ne sont pas allés à l'after-party chez Brian et Nicole. Donc ils étaient chez eux quand leur fils est rentré et tout ce petit monde confirme qu'à minuit 30, Colin Albert
était chez lui. Or minuit 10, c'est l'heure à laquelle John O'Keefe et Karen Reed sortent du bar d'après les vidéos de caméras de surveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Colin Albert était parti depuis bien longtemps quand John et Karen sont arrivés à la maison des Albert. Ils ne se sont donc jamais croisés. Je refais une petite parenthèse, il y a un petit morceau que je vous ai pas mis dans la théorie de l'accusation. Ils ont fait venir beaucoup de gens pour pouvoir dire si oui ou non ils avaient vu le corps de John O'Keefe. Personne n'a rien vu, personne n'a vraiment vu non plus à l'intérieur du véhicule parce que pendant tout le temps où la voiture de Karen était devant la maison des Albert, évidemment il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, etc. Mais en fait, ils n'ont vu personne dans cette voiture, ils n'ont vu personne en sortir. Il y a juste une personne parmi les gens qui sont partis au fur et à mesure de la soirée et qui sont rentrés chez eux, qui a dit à un moment donné qu'elle pensait avoir vu une espèce de forme noire sur le sol, et peut-être ce serait John O'Keefe. Je vous l'évoque quand même là rapidement, mais c'est vrai qu'initialement j'avais pas prévu de vous en parler parce qu'il y a tellement de doutes dans son témoignage que ça fait pas partie des éléments vraiment forts de la théorie de l'accusation, mais voilà, je vous donne quand même l'info. Je pense que vous voyez bien à ce stade que Karen Reed est coupable. De toute façon, c'est simple, que ce soit les preuves matérielles ou les témoignages, tout la désigne comme étant la seule coupable possible. Mais il y a une question que vous vous posez peut-être. Peut-être que vous vous demandez pourquoi elle aurait fait ça. C'est vrai que souvent dans ces cas-là, le mobile du meurtre c'est l'argent, mais là en l'occurrence, Karen et John n'étaient pas mariés, donc le décès de ce dernier, bien ça n'aurait rien rapporté du tout à Karen qui par ailleurs faisait une très belle carrière donc n'avait pas besoin d'argent de toute façon. Non, si Karen a tué son compagnon, c'est parce qu'en réalité, mesdames et messieurs les jurés, ça allait très très mal entre Karen et John. Alors oui, les témoins disent qu'ils avaient l'air super amoureux pendant la soirée du bar, etc. Oui, ils ont donné le change devant leurs amis, mais en réalité, John voulait quitter Karen, et elle était parfaitement au courant puisqu'il lui avait dit. Comment on sait ça? Eh bien déjà, c'est quelque chose qui a été rapporté par la nièce et le neveu de John qui vivaient avec lui, et donc aussi en partie avec Karen. Karen et John se disputaient tout le temps, depuis quelques mois, c'est ce qu'ont dit les enfants. Et ce jour-là en particulier, ils s'étaient disputés le matin même parce que John n'avait pas du tout apprécié ce que Karen avait servi à sa nièce pour le petit déjeuner. Et ça, on le sait tout simplement grâce aux échanges de SMS entre Karen et John le matin du 28 janvier 2022. Et puis pendant la nuit du 28 au 29 janvier 2022, après avoir quitté la maison des Albert pour rentrer chez John, Karen a appelé son compagnon et elle lui a laissé plusieurs messages vocaux. Des messages extrêmement agressifs dans lesquels Karen insulte John, elle le traite de loser, elle le traite d'incapable, elle lui hurle dessus tout simplement. John, I'm done with your fucking kids. Nobody knows what the fuck you are, fucking pervert. Yeah, it's 1 a.m, I'm with your fucking niece and nephew. You fucking pervert. You're a fucking pervert! John, I'm going home. I cannot babysit your niece. I need to go home. You are fucking using me right now. You're fucking another girl. He's sleeping next to me. You're a fucking loser. Fuck yourself. Ce sont des messages extrêmement violents et qui permettent de mieux comprendre pourquoi John avait dit à Karen que leur relation était devenue toxique. Et puis Karen, elle était parfaitement au courant que ça n'allait plus avec son petit ami. Vous voulez une preuve? Eh bien Karen, elle avait commencé à flirter avec quelqu'un d'autre. Et oui. Qui? Brian Higgins. Ce nom vous dit quelque chose? C'est normal parce que Brian Higgins, il était à la soirée au bar, mais aussi dans la maison des Albert. I'm asking you to read from that, sir. Defendant said, none of that is true, exclamation point. I'm not talking to other guys and I have issues with John and things are far from perfect. You just happen to know about him, BC, I guess, because we all hang out at the same bar. I'm sure you talk to other girls. That's what single people do. I'm not married, neither are you, neither is John. I responded,
Was that your attempt at a lecture or deductive reasoning, ? What do you want from me, ? Defendant said, that's just how I think/feel. You don't need to approve. I've already answered that last question a couple of times, I think. I responded, I'm not judging you, never have, never will. Defendant responded, you shouldn't. I don't know what your private life is about, nor is it my business. Defendant responded, and I'm not happy per se, just realistic that there's cracks and it's far from perfect. I doubt it. If he's seeing someone else, I wouldn't want to know either way. He probably feels the same way, and you probably feel that way about whoever you hook up with. I think that's normal. Defendant responded, I told you, I just think we're alike, right? Couple question marks. I responded, yes, agree. Now what? Defendant responded, I don't know. I said, shouldn't you know? Defendant responded, do you like me? I said, yes, from jump. Defendant said, when was jump? I said, first time I saw you. The defendant kissed me. And how did she kiss you? Not like a friend. Lip to lip, is that fair to say? Yes. Like a romantic kiss? That's the way I interpreted it. Tout ça, ça montre bien que la relation entre John O'Keefe et Karen Reed, elle battait sérieusement de l'aile. Alors voilà ce qui s'est passé, mesdames et messieurs les jurés, cette nuit du 28 au 29 janvier 2022. Le 28 janvier au matin, le couple a commencé sa journée en se disputant. Une dispute qui a continué par SMS tout au long de la journée. Le soir, évidemment, devant leurs amis, ils ont été obligés de donner un petit peu le change. Ils ont fait semblant, ils ont donné l'impression que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça qu'une fois montés en voiture après le bar, eh bien la dispute a repris. Ils se sont à nouveau engueulés tous les deux, et c'est pour ça qu'ils sont restés si longtemps devant la maison des Albert. Et puis à un moment donné, John a décidé de rejoindre ses amis à l'intérieur de la maison, et Karen a décidé de rentrer. Mais à ce moment-là, Karen Reed est fortement énervée. Ils viennent de passer de longues minutes à se disputer avec John dans ce véhicule, et puis n'oublions pas qu'elle est aussi fortement alcoolisée, parce que selon les vidéos des bars ce soir-là et les reçus de sa carte de crédit, Karen avait consommé pas moins de 9 verres d'alcool en seulement 3 heures. Elle était donc extrêmement alcoolisée, largement au-dessus de ce qui est normalement autorisé par la loi pour conduire, et entre l'alcool et la colère qu'elle ressent à ce moment-là, Karen décide de passer ses nerfs sur son compagnon. John est sorti du véhicule, il a choisi de faire le tour de la voiture par l'arrière, et quand Karen l'a vu dans son rétroviseur, eh bien elle a tout simplement choisi d'appuyer sur l'accélérateur et de le percuter. John O'Keefe est tombé, sa tête a heurté le sol, il s'est blessé, il a perdu beaucoup de sang, et Karen, qui savait pertinemment que la neige arrivait, a choisi de le laisser là, de le laisser mourir dans le froid, de ne pas l'aider, de ne prévenir personne, et de rentrer tranquillement chez elle. Et tout ce qu'a fait Karen Reed ensuite, toutes les actions qui ont suivi, l'appel à Jennifer McCabe, l'appel à Kerry Roberts, les multiples tentatives de joindre John O'Keefe par texto ou par téléphone, tout ça, eh bien ce sont des actions réfléchies que Karen a mis en place dans un seul but, avoir l'air innocent. Alors vous voyez bien, mesdames et messieurs les jurés, que les preuves physiques autant que les témoignages démontrent clairement la culpabilité de Karen Reed pour chacun des 3 chefs d'accusation pour lesquels elle est poursuivie. Mais, et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette version des faits, elle vous semble convaincante? Peut-être que vous avez repéré dans la théorie de l'accusation des zones d'ombre, des éléments qui manquent d'explication ou qui vous semblent incohérents? Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai hâte de lire vos analyses et de pouvoir en discuter avec vous. Mais souvenez-vous aussi que cette histoire, elle est loin, très loin d'être terminée. Et si cette version elle peut sembler solide, n'oublions pas que pour juger une affaire, il faut entendre les deux côtés. Et c'est pour ça que dans la vidéo de la semaine prochaine, on explorera ensemble la thèse de la défense, et croyez-moi, ça pourrait bien tout changer. D'ici là, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite de cette affaire captivante, et moi je vous dis à bientôt pour la suite du procès de Karen Reed. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.